Eh bien bonjour. Euh, Nous sommes le 7 novembre. Il est à peu près 5h30 du matin, ou 6h, je sais pas trop. Vous voyez, hein, mon état de fatigue, euh, je passe beaucoup de temps à- à réfléchir et sur ces questions et sur ce que j'ai écrit et sans être dans l'utopisme, hein, vraiment. Voilà, il y a des hauts débats, on se dit tout simplement que tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans les faits, ça va être très compliqué, évidemment. Mais bon, faut partir du principe qu'il faut y croire. Il faut y croire puisqu'on n'a plus le choix. Voilà, on n'a plus le choix. Donc titre 5, voilà un sujet qu'on va aborder ensemble, un sujet qui est à la fois plein d'espoir et à la fois plein de dangers. Sujet discutable, sujet clivant, c'est accéder au pouvoir. Voilà, comment faire? Quels sont les leviers et les moyens dont le futur roi ou la future reine disposerait ou disposera pour accéder au pouvoir. Je fais un petit peu l'état des lieux de ce qui existe déjà et, et je laisse évidemment la question ouverte pour l'avenir, puisque vous verrez dans mon argumentaire que c'est pas si simple. Voilà. Donc le premier point, c'est ce que j'appelle la méthode traditionnelle républicaine, hein, ce qu'on connaît tous. Hein. Évidemment, c'est l'élection. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est impossible, c'est foutu. Dans le système dans lequel on vit, c'est foutu. C'est voilà, je conclus même par projet mort-né, hein, pour vous. Voilà, je vais expliquer bien sûr, mais voilà, les élections c'est mort, hein, c'est foutu parce que c'est le système a tout verrouillé autour de ce système électif et les garants de ce système choisissent leurs élus. Enfin, ils choisissent nos élus. Hein. Comme je disais dans d'autres vidéos, je faisais allusion au fait que on, on nous désigne, on nous désigne au préalable ceux pour qui on va voter. Donc voilà, imaginez un prétendant au trône qui monte un parti politique, qui essaie de se faire recevoir dans les médias, etc., etc. Bon, c'est une idée gentille, hein, qui va rajouter, si vous voulez, à un énième parti politique qui sera évidemment taxé de droite, extrême droite, ultra droite, voire la méga ultra droite. Enfin, imaginez, on passerait pour, enfin, je veux dire, les communistes, les nazis, les fascistes ou les extraterrestres passeraient pour des enfants de cœur à côté de ce mouvement, hein, tellement on serait diabolisé dès le départ en fait. Hein, alors que je rappelle quand même que c'est pas nous qui avons mis en place la guillotine. Hein, enfin bon, dans la barbarie, on a fait quand même mieux. Hein. Euh, donc c'est utopiste, voilà. Ça sauvera pas le pays. Et puis même si, admettons, on laisse faire entre guillemets, on laisse faire un parti politique royaliste, comment dire, se mettre en place et prendre le temps de gagner ses électeurs et de gagner ses voix, etc. Ça va être très très long, très très long. Long, coûteux, coûteux parce que, évidemment, comme beaucoup de partis politiques qui existent déjà, hein, qui sont pas royalistes, mais qui sont républicains, mais souverainistes, et ce que j'appelle du souverainisme honnête, hein, voilà, pour faire juste référence à un parti que je suis, pas que je suis moi-même, hein, du verbe suivre, que je suis depuis de nombreuses années déjà, hein, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Et voilà, François Asselineau, c'est un des précurseurs dans ces 20 dernières années. C'est le précurseur. Hein, c'est Monsieur Frexit. Ce type avait tout compris. Et il a pourtant, regardez aujourd'hui, alors on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il est non plus trois électeurs. Le problème de François Asselineau et de son parti souverainiste honnête, eh ben, c'est que
Il a eu sa chance en 2017 parce qu'en face, les gens, enfin les mecs, ils se sont pas méfiés. Il a réussi à avoir ses 500 signatures, ils se sont pas méfiés. Mais aujourd'hui, aux dernières élections en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Il le dénonce lui-même hein, plusieurs vidéos. Et ben, il s'est fait spolier. Il s'est fait blacklister. Les médias l'ont rejeté d'office. Il est en dehors. Alors déjà dans les élections, quand ils peuvent, ils évitent de l'inviter alors qu'ils sont un peu obligés de le faire, hein, comme dans un cadre d'élection officielle. Mais alors entre ces périodes d'élections ou de grandes élections, ça a été pareil pour les européennes et tout. Enfin, je veux dire, Asselineau, bah. Et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie hein, pour son honnêteté. Mais c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Le seul moyen d'Asselineau pour d'accéder au pouvoir, alors je prends son exemple, mais il y en a d'autres, hein, et bah, c'est qu'il y a une révolution populaire et qu'on le désigne, le peuple globalement le désigne comme étant le meilleur, le plus, ou l'un des plus aptes à gouverner ce pays. Mais ça veut dire que le pays se sera déjà effondré, quoi. Hein. Donc on voit bien avec déjà les partis souverainistes honnêtes que le système a tout verrouillé contre eux. Hein. Voilà. Donc imaginez un parti royaliste, sachant que même si le royalisme, pour beaucoup de citoyens français, peut être une idée sympa, hein, du style pourquoi pas, oui, bon, pourquoi pas, bon, certes. Mais derrière, la démédiatisation fera que de toute façon, les gens vont voter pour ceux qu'on aura désignés pour eux. C'est un cercle vicieux, en fait. Je reviens sur François Asselineau. Il le dit lui-même, on ne peut pas voter pour des gens qu'on ne connaît pas. Et pour connaître les gens, il faut qu'ils passent dans les médias. Et pour passer dans les médias, il faut avoir quelque part... il faut avoir des sympathies parmi les grands patrons de médias, parmi les gens de la rédaction, parmi des professionnels du journalisme. Il faut avoir ses entrées. Et ces gens sont tous cooptés dans la même bulle, en fait, où lui, il a le droit de passer dans les médias et lui, non. Voilà. Parce que un pouvoir quelconque a décidé que le type, la personne était dangereuse pour ce système. Donc forcément, j'ai trouvé bizarre en fait, hein, à force, hein, parce qu'on parle pas d'un parti qui est seulement encore dans l'espoir d'eux, puisque ça fait 17 ans, 18 ans qu'Asselineau a créé 2007, qu'il a créé son parti. Donc on n'est plus dans l'espoir d'accéder au pouvoir. Il a eu les occasions, il a eu... et moi-même, hein, dans les années 2016, quand j'ai été les voir, hein, je me suis entretenu avec même une partie de son bureau national de l'époque, etc. Je lui ai dit que... Enfin, je leur ai dit que le système allait tout verrouiller autour d'eux, puisqu'ils sont dangereux pour eux. Je lui ai dit, on peut pas être vu par le système comme anti-système et accéder au pouvoir par les leviers du système, par les leviers que ce système met en place contre vous. On se tire une balle dans le pied. Donc il y a des choses comme ça, en fait, la seule façon d'avoir le pouvoir, eh ben, c'est de le prendre. Parce que si on attend qu'on nous le donne, le pouvoir, on vous le donnera jamais. Voilà, et je pense qu'Asselineau a compris depuis longtemps, mais que maintenant, bah, et c'est malheureux parce que j'apprécie beaucoup ce, ce personnage, cette personne, hein, pour avoir déjà échangé quelques mots avec. Et, et c'est triste parce que il est devenu un chroniqueur il commente l'actualité, il a ses analyses, c'est toujours très propre. Hein, ce qu'il fait, c'est juste. Mais voilà. Et j'ai peur que les prétendants à la monarchie rentrent dans le même système de on va créer une chaîne YouTube, on va être sur les réseaux, on va commenter l'actualité. C'est un peu ce qui se passe déjà. Hein. Hein. Oui, c'est pas bien, oui, machin, oui. Mais ils s'en foutent en face parce que officiellement, ils sont pas éligibles et ils feront en sorte qu'ils soient pas éligibles. Voilà. Donc, voilà, un parti politique en création ou à venir monarchique et accéder au pouvoir par les élections, bah,
projet coûteux. Ça va prendre énormément de temps à rassembler des gens, parce qu'au-delà des monarchistes existants, c'est-à-dire ils sont pas nombreux quand même par rapport à l'essentiel des électeurs français, euh, et en plus ils sont divisés sur la question de la légitimité, ça va prendre des années, des décennies. Donc c'est pas la bonne chose. Malheureusement, hein, moi j'aurais aimé qu'on puisse voter pour un roi comme ça, au suffrage universel, mais c'est anti-système de base, donc ça ne marchera pas. Les partis souverainistes, je le disais, on a créé ce système d'avoir, pour éviter, soi-disant, des candidats farfelus, etc., on a créé ce système d'acquisition de 500 signatures. Je rappelle quand même que cette histoire des 500 signatures, aux dernières élections en 2022, hein, ils ont désanonymé le parrainage des maires. Ça veut dire que les maires de France, qui soient indépendants, c'est-à-dire qu'ils soient pas encartés ou qu'ils soient encartés, on peut leur demander insidieusement des comptes à rendre. Il y a des pressions, il y a des menaces même. Parce que les gens qui sont à la tête des communautés de communes, ou du département, des régions, sont des gens, la plupart du temps, qui sont encartés, qui sont même des, des membres importants de partis politiques connus. Donc, et forcément, il y a des maires qui auraient donné des voix à des souverainistes, parce que ces maires sont pas encartés, mais on peut leur dire insidieusement derrière que s'ils font ça, les subventions, les projets, les choses comme ça peut être suspendu, voire annulé. C'est un exemple, hein, il peut y avoir plein d'exemples comme ça. Hein. Ils font pression, parce que le système est... Soit vous adhérez au système, parce que vous faites partie, hein, entre guillemets, du système, vous êtes maire, donc vous êtes un élu local, donc vous êtes aussi... vous devez répondre. Vous devez répondre favorablement à la République, hein, aux lois de la République, etc. Donc, en désanonymant les parrainages, ils ont fait quoi? Ils ont privé d'une certaine façon tout un électorat, hein, ce qu'ils appelaient, ou ce qu'on appelait à l'époque la majorité silencieuse, tous ceux qui veulent des gens honnêtes et souverains, au moins à l'accession, hein, à l'élection. Et en créant ce système de chantage, en fait, ils ont créé aussi un pot commun. Ça veut dire que si les maires voulaient pas donner directement un parrainage à un candidat, ils offraient une espèce de parrainage blanc à mettre dans un pot commun qui était géré à l'époque par François Bayrou. Hein. Et François Bayrou décidait de son propre chef d'attribuer des voix aux candidats de son choix. Enfin, vive la démocratie. Voilà, donc ça veut dire que M. Bayrou, il a donné des voix à des gens qui n'en avaient pas besoin, ils avaient déjà les 500, et puis volontairement, évidemment, il n'a pas donné de voix qui aurait permis à des gens comme M. Asselineau, mais il y aurait pu avoir M. Philippot, il y aurait pu y avoir d'autres personnes, en fait, peut-être moins connues, sur la toile, qui auraient pu avoir les 500 signatures. Parce qu'on parle de milliers de votes blancs, en fait, enfin de dons, des milliers de dons de maires qui ne voulaient pas se mouiller. Et je pense que le citoyen français ne réalise pas à quel point, en fait, nos élus sont pris un peu à la gorge, hein, à l'échelon local. Alors c'est insidieux, hein, voilà, ils n'ont pas un flingue sur la tête, mais c'est du mercantilisme, hein, du clientélisme. Moi, par exemple, j'habite dans une zone très rurale. Je ne pensais pas, en arrivant ici, que le maire de ma commune était si encarté, si engagé politiquement. Puis en fait, il appartient à un parti politique et même il a ses entrées, etc. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas un simple adhérent. Hein. Il connaît du beau monde, comme on dit. Et c'est pour ça que sur beaucoup de choses, je suis en désaccord avec. Voilà. Vous avez des maires comme ça. Voilà. Très bon maire, hein. Pas de souci là-dessus.
mais qui reste à la mairie, quoi. Et qu'il n'ait pas des rêves de gloire, hein, parce que c'est du carriérisme, tout simplement. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, projet mort-né, voilà. Euh, le parti sera de toute façon désigné comme étant un parti anti-système, qui veut renverser la table. On va traiter ce parti de tous les noms d'oiseaux, on va faire des références douteuses avec l'histoire la plus sombre de notre pays du XXe siècle. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, déjà, à la base, il faut déjà pas grand-chose pour être traité de fasciste et traité de tous les noms. Hein, alors que le patriotisme, quand même, ça devrait être une valeur fondamentale dans ce pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, hein, évidemment. Eh ben non, non. Donc imaginez un projet où le roi de France, le futur roi de France, ou le prétendant au trône, abuserait, entre guillemets, des leviers du système pour accéder au système. Ce serait impossible. Dans le meilleur des cas, on la laisserait tranquille, et puis bon, bah, on irait de procès en procès, de dénonciation en dénonciation, et dans le pire des cas, on a vu, hein. On a vu que ces gens sont capables de tout, hein. On a quand même pour beaucoup d'affaires, hein. On a quand même des gens qui décèdent, hein, bizarrement, dans des conditions étranges. On a, et c'est pas la première fois, hein, j'entends des histoires comme ça depuis 20 ans, hein. Vous savez, des gens qui se suicident, hein, de 2 balles dans la tête. C'est des choses qui arrivent étrangement. C'est la fameuse balle magique, vous savez, c'est comme pour Kennedy, hein. Voilà, la fameuse balle magique. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà, c'est pas une solution. C'est pas une solution à court terme, et le temps que ça se fasse, de toute façon, la France, elle se sera déjà effondrée 4 fois, quoi. Donc, pour moi, c'est pas un projet viable. Voilà. Deuxième point, la fameuse révolution. Voilà, le mythe révolutionnaire. Alors c'est intéressant parce que on a vu depuis de nombreuses années, hein, maintenant, des manifestations plus ou moins organisées, plus ou moins pas organisées, toujours sous couvert d'appels émanant de syndicats. Bon, très bien, très bien. Bon, il y a un type intéressant il y a plusieurs années de ça qui nous disait que si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps enfin les manifestations, je crois. Si les manifestations étaient utiles, elles auraient été interdites. Voilà, évidemment. Voilà, donc. Mais c'est intéressant parce que il y a des gens qui croient que le peuple est capable de faire la révolution tout seul. Et le peuple est tellement épris de démocratie et d'esprit de démocratie que il veut sa révolution, mais il veut pas de chef. Quand il s'exprime à la télévision, il veut parler au nom de, au nom de lui-même, mais pas au nom du peuple. Alors qu'il a une responsabilité en passant à la télévision. Ils sont tellement humbles, nos révolutionnaires, que même face caméra, ils se mouillent pas. Voilà. Donc, et en fait, ils finissent par adhérer ou se conforter au système qui les a combattus. Pourquoi? Parce que, bah, au bout d'un moment, c'est un peu hypocrite aussi. Pour plusieurs raisons, hein. Là, dans mon récit, je parle d'un prétendant au trône qui leverait des masses, hein. Opération gilet jaune, gilet bleu, gilet vert, gilet fleur de lys, ce que vous voulez, hein. Une énième révolte un peu désorganisée, puisque, comme je vous disais, on ne peut pas conduire, ou en tout cas inviter des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de gens à se mobiliser partout en France sans désigner de responsable, sans désigner de chef. C'est le problème, c'est l'un des soucis qu'avaient eu les Gilets jaunes.
On a une armée, quasiment, si on fait le compte, on a une armée de gens, mais il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, d'une part, et on se rend vite compte que manifester, surtout quand on est... ça dépend des raisons pour lesquelles on manifeste, hein, mais en général, quand on manifeste pour certaines raisons, des raisons qui peuvent faire peur au pouvoir en place, bah en face, ils y mettent les moyens. Donc en fait, on a des gens qui pensent qu'avec des slogans, des pancartes, sans chef, désorganisés, sans être entraînés à cet exercice, ils vont tenir des semaines, des mois, pour rien, parce qu'ils sont même pas reçus par le pouvoir pour discuter. Donc, en face, ils rigolent. Et en face, par contre, pour les, pour les contredire, les nasser, pour les contrôler, on met des gens, eux, qui sont organisés, équipés, entraînés à cet exercice. Donc, ça peut pas aller. Voilà, tout simplement. Alors déjà, on parle de gilets jaunes, hein. Donc on parle d'un mouvement qui a quand même rassemblé des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes en toute la France, pour des causes communes, chacun allant de sa petite revendication. On parlait du prix du carburant, après d'autres c'était pour leur retraite, d'autres c'était pour d'autres choses, le pouvoir d'achat, enfin peu importe. Je veux dire, chacun avait son petit cheval de bataille comme ça, monopoliser le carrefour routier, le rond-point, près de chez lui. Dans cette désorganisation, il y avait quand même une organisation, parce que les gens arrivaient quand même à se rassembler, à construire des trucs de fortune et tout, j'en ai vu, hein. Mais quand on demande s'il y a un chef, ah non, non, on est tous chefs. Mais non, les gars, ça peut pas marcher. Il faut un chef. Il faut un chef, il faut une ligne directrice représentativement, enfin qui représente ce mouvement, en tout cas au niveau national. En fait, il faut proposer un interlocuteur au pouvoir. Il faut donner cette chance au pouvoir de parler et de négocier avec. Bien sûr, sans chef, le pouvoir va pas s'enquiquiner à parler à des millions de gens et en même temps à parler à personne. Il s'en fout, lui. Puisque lui, le pouvoir en question ne se reproche rien. Voilà. Donc, la révolution, si vous voulez. Précédemment, j'expliquais aussi que dans l'esprit de l'éducation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de patriotes, mais sur leur canapé. Il y a beaucoup de gens qui font la révolution, oui, à l'apéro. Il y a beaucoup de gens qui font la révolution en dénonçant plein de choses sur Internet. Et vous voyez, je dénonce même, enfin moi je dénonce mon propre comportement en disant ça. Parce que je faisais pas ça, maintenant je le fais. Donc voilà. Mais moi, tout ce que je publie, enfin, ou ce que je publie pas, en tout cas ce que je filme, ce que je fais chez moi, je le fais un peu pour la postérité. Parce que c'est pas moi tout seul avec mes petits bras qui vais porter le peuple. Parce que moi, je pars du principe que je ne demanderai rien au peuple. Pourquoi? Parce que la révolution populaire, c'est encore une fois, c'est une utopie. Il va y avoir des blessés, il va y avoir des écharpés, il va y avoir des morts. Et je trouve qu'il serait indigne pour un futur chef d'État, pour un futur roi, en conscience, de faire verser le sang ou la sueur du peuple, encore une fois, alors que celui-là n'est même pas préparé à cet exercice. Manifester aujourd'hui, on voit comment les gens s'habillent, comment les gens s'équipent, hein, pour aller manifester, hein. Regardez les journalistes, regardez les, les personnels de santé, hein. Ils sont presque équipés comme des forces spéciales. Alors, ils n'ont pas d'armes, mais ils ont tous des casques, des genouillères, des masques à gaz, des masques à oxygène. Enfin, ils sont préparés pour la guerre. Et en face, les gars sont équipés aussi comme des forces spéciales. Ils sont préparés pour la guerre. Donc ce serait presque criminel de la part d'un futur chef d'État, d'un futur roi, d'envoyer au carton, entre guillemets, le peuple, de se servir du peuple comme couverture. Je trouve que c'est pas la bonne solution. En plus, savoir qu'en face, eh ben, ils sont prêts à tout, puisqu'ils ont tout préparé. Vous savez, il y a des, parmi l'État, il y a des gens, hein, politiques ou des professionnels, des militaires,
des gens du renseignement, il y a plein de gens en fait qui sont préparés et qui imaginent tous les cas de figure qui pourraient aller à l'encontre de l'État en place. Donc tous les moyens, si vous voulez, dont on parle, c'est déjà dans les cartons pour eux. Ils sont prêts. Ils sont prêts à faire face. Et qu'on ne me fasse pas croire que qu'ils sont pas préparés ou qu'ils n'avaient pas anticipé certaines choses. La seule fois ou la seule façon où ça a un petit peu, on a eu l'impression, et c'était dans les premières heures des Gilets jaunes, hein, on a eu l'impression que l'État n'était pas prêt, c'est en réalité, c'est parce que l'État n'avait pas pris conscience d'une montée en puissance du phénomène. Mais je peux vous assurer que ces projets-là sont déjà dans, enfin, ces tentatives-là, il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ça et qu'on proposé ou mis en œuvre des moyens à adapter ou des moyens pour contrer une révolution populaire. Voilà. Et la preuve, ce qui s'est passé ensuite, eh ben, l'État a repris le contrôle, voire même a manipulé les manifestations. Donc c'est que le seul problème de l'État en réalité, c'est que comme il y a énormément de gens qui commandent et qu'une information prend énormément de temps à partir de la base pour arriver au sommet, ça laisse un peu de temps à ceux d'en face. Parce que quand on est fonctionnaire, on a énormément de mal à prendre une décision soi-même. Donc il faut toujours s'en référer à son chef, qui en réfère à son chef, qui en réfère à l'autre. Et je peux vous dire, il peut se passer du temps avant qu'une information... Alors que les gens dont on parle sont à quelques kilomètres les uns des autres. Hein. Mais avant qu'une information soit reçue ou décidée je sais pas moi, à l'Elysée par exemple, eh ben, l'information a fait 3 fois le tour de Paris ou 3 fois le tour de France parce qu'il y a une hiérarchie et il y a un ordre hiérarchique des choses. Voilà. C'est le seul problème de l'État. Sinon, ils sont prêts à tout. Moi, je vous le dis, ils sont prêts à tout et ils ont déjà tout anticipé en réalité. Donc un projet comme ça, si vous voulez, on serait victime de notre propre succès. Parce que plus un projet rassemble du monde, plus les fuites sont évidemment possibles, les infiltrations aussi. Hein, et on se retrouverait avec les services de renseignement sur le dos, on se retrouverait sous enquête, fiché. Et en fait, le projet, l'État considère qu'il est vraiment dangereux pour lui, un projet de révolution, de révolte populaire, dirigé par un prétendant au trône, évidemment, le projet serait démantelé rapidement. Tout simplement. Voilà, il y aura des arrestations, il y aura des... Vous savez, ce qu'ils appellent des trucs... arrestations préventives. Hein. Vous n'avez encore rien fait, mais on vous accuse de préparer quelque chose. Voilà. Donc, projet, encore une fois, pas faisable et irrespectueux pour le peuple. Voilà. Le troisième point, là aussi on rêve, hein, mais bon, c'est ce que j'appelle le coup d'État milicien. Alors, c'est vrai, l'histoire moderne hein, du XXe siècle, dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique, hein, fait état que parfois une force paramilitaire ou composée de volontaires, c'est possible. Mais bon, pas en France. Pas en France. Ce serait un projet évidemment très coûteux, très long et très peu discret. Imaginez que, allez, imaginons, dans le meilleur des cas, que des mécènes, des patriotes riches, donc ça veut dire déjà des gens de la haute société, enfin, ou des gens qui ont une implication, parce que je ne vois pas de milliardaire, si vous voulez, ou de multimillionnaire qui n'ait pas un pied dans le système, hein, dans l'oligarchie. Donc déjà, il faut trouver les gens pour financer tout ça. Et c'est pareil qu'un financement participatif sur Internet que... Vous savez que monter un groupe armé, là je parle d'un groupe, hein, formé, entraîné,
un nombre nécessaire de personnes pour monter un coup d'État, c'est extrêmement coûteux. Ça coûte des millions, suivant le nombre et ce qui est prévu, ça coûte des millions, des dizaines de millions d'euros. Ça se fait pas comme ça. Voilà. Ça prendrait des années à mettre en place. Et comme je dis, plus on prend le temps de faire les choses bien, plus on est susceptible d'être infiltré, plus les informations risquent de ventiler aussi. Et, et au final, ben, arrestation, condamnation, démantèlement, etc. etc. Voilà. Souvenez-vous, hein, ils ont quand même fait fermer des associations patriotiques. Hein. Pourquoi? Parce que le gars, ils se sont dit, tiens, allez, vu que les douanes font plus leur boulot, on va aller à la frontière et puis on va les bloquer, on va aller enquiquiner les gens qui immigrent. Bon, en soi, c'est pas si grave ce qu'ils ont fait. Hein. Puis c'est des gens qui s'entraînaient un petit peu, voilà, qui avaient une bonne condition physique, qui étaient jeunes en général, et qui s'entraînaient au pied-point, qui faisaient des petites choses comme ça. Bon, ils ont même ça, je veux dire, ils n'étaient pas potentiellement dangereux pour l'État. Il n'y avait pas d'action directe hein, contre l'État. Mais ils les ont démantelés. Voilà. Ils les ont démantelés. Donc, imaginez un groupe armé. Enfin, c'est pour ça que les vrais groupes armés, hein, ceux qui sont taxés de terroristes ou de nationalistes, vous savez, comme on peut trouver en Corse, par exemple, c'est des trucs très secrets, très fermés. Il y a très peu de monde. Très très peu de monde. Parce que ça, à l'échelle de reprendre le pouvoir sur un gouvernement, il faut plus qu'une poignée d'hommes quand même. Voilà. Donc c'est pas déjà c'est pas viable. Voilà. Tout ce qu'on peut voir dans l'histoire moderne, en fait, ce sont des coups d'État qui ont été organisés par des États ailleurs. Je pense aux États-Unis, hein, qui ont manipulé, ou la CIA, enfin, à travers la CIA, hein, qui ont manipulé dans les pays du Sud, d'Amérique du Sud, qui ont manipulé des gouvernements, qui ont mis des chefs d'État en place, qui les ont mis, qui les ont démis. Encore une fois, il y a des gens qui ont des accidents bizarres, hein, d'avions, de voitures, des gens qu'on assassine sous prétexte que voilà. Enfin, il y a les fameuses révolutions de couleur qu'on connaît hein, dans les pays de l'Est, qu'on a connues un peu partout, en Europe et ailleurs. Hein. Donc, ces fameuses révolutions populaires qui donnent tant d'espoir aux Français, en fait, il y a quand même 90% de chances qu'elles soient mises en place par l'oligarchie elle-même. Voilà, parce que ça les arrange. C'est des révolutions qui les arrangent. Nous, on fait la promotion d'une entre guillemets d'une révolution ou d'un coup d'État qui les arrange pas sur le principe, hein, dans le principe. Donc ils vont pas nous aider à le faire. Voilà. Donc c'est compliqué. Encore une fois, c'est un projet un peu morné et un peu utopique. Voilà. Et puis il y a quand même une question importante là-dessus. Des Français qui s'arment et qui s'organisent, qui dans le meilleur des cas, pas de coup de feu, rien, enfin tout se passe bien. Hein. On prend l'Elysée avec quelques baffes. Hein. Et dans le pire des cas, on a des gens qui se tirent dessus, on a des blessés, on a des morts. Et là, il y a une question quand même éthique importante pour celui qui organise ça. Est-ce qu'il accepterait, est-ce que les Français eux-mêmes accepteraient que des Français tirent sur des Français? Parce que le militaire de l'armée de terre ou d'autres armées qui est en poste, un sentinelle, le gendarme qui surveille un bâtiment public, un bâtiment d'État, il a rien demandé, lui, il fait son job. Et comme c'est un gars compétent et qui a juré honneur et fidélité à son chef, la plupart du temps, et ben, il va faire son boulot. Il va défendre sa position, il va défendre le site, il va respecter les ordres. Donc ça pose une question quand même assez éthique sur le fait qu'on organise des Français à se battre contre d'autres, et à faire opposition et à tirer sur d'autres Français. Voilà, c'est moi personnellement, pour moi, c'est une idée qui est inacceptable. Voilà. Donc le coup d'État milicien, même si ça marche dans d'autres pays, ça a fonctionné. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné déjà. Et, et en France, c'est pas possible. Voilà, tout simplement.
Il y a probablement d'autres façons de faire que je n'évoquerai pas dans mon livre. Voilà. J'ai donné ici deux exemples hein, dont j'entends parler beaucoup. On voit bien que face à un système oligarchique qui est organisé, à la limite, si vous voulez sauver la France, est-ce que l'ennemi, entre guillemets, est réellement en France? On peut se poser la question. Puisque tout le monde dit qu'il y a un pouvoir supranational, il y a une oligarchie, il y a ci, il y a machin. Certains disent que le président de la République n'est que le préfet de la région en France, en Europe. Alors où est vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il faut s'adresser à ses apôtres ou il faut s'adresser à Dieu? Vous voyez, peut-être qu'on se trompe de cible, peut-être qu'on se trompe d'endroit. Si on vraiment veut sauver la France, peut-être qu'il faut mener le combat ailleurs qu'en France. Je laisse la question ouverte. Voilà. Dernier point, c'est celui que j'appelle la résignation et l'attentisme. Voilà. Quand on fait le bilan de ce que j'ai déjà dit, ça donne peu d'espoir, c'est vrai, mais comme je disais, tous les exemples que j'ai eus se sont jamais produits sans le concours d'une grande puissance étrangère. Voilà. Que ce soit des révolutions populaires dans certains pays ou des coups d'État militaires. Alors il y a des pays où ils ont besoin de personne, hein, mais pourquoi? Parce que on a des chefs militaires qui portent leurs couilles, comme on dit, et puis que, quand ça va plus, quoi. Et ils prennent le pouvoir. Voilà, c'est ce qui se passe parfois en Afrique, etc. Mais ils le font aussi en sachant que derrière, il y a une grande puissance aussi qui les soutient. Parce que en faisant certaines choses vis-à-vis de l'État, bah, indirectement, vous déstabilisez une situation internationale. Puisque maintenant tous les pays sont plus ou moins liés entre eux par des accords commerciaux, des accords politiques. Donc, il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences que le simple citoyen que je suis parfois ne comprend pas. Enfin, moi, je l'ai compris, mais quand je parle de ça avec beaucoup de gens, ils comprennent pas. Ils voient pas les enjeux géostratégiques et ils voient pas les enjeux à l'international des conséquences de ce qui peut se passer dans un pays, en fait. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il se passe des choses, c'est qu'il y a des gens à l'international qui l'ont aussi voulu ou qui ont accepté que ça se fasse. Voilà. Et puis, il y a des gens qui attendent. Voilà. Et je pense que 90% des Français sont comme ça. Voilà, ils attendent que le voisin fasse pour lui. Ils attendent que quelqu'un s'organise. Ils attendent que tout s'effondre. C'est vrai, c'est pas bête, hein. Quelque part, pourquoi s'enquiquiner à se battre quand on sait que tout va s'effondrer? Au bout d'un moment, vous savez, c'est comme quand vous achetez une maison, hein. Mais vous voulez acheter une maison, mais la maison, elle est délabrée, elle est en train de, elle tombe en ruine. Et ben peut-être que, au final, c'est peut-être plus facile et moins coûteux d'attendre qu'elle s'effondre complètement, comme ça, hein. C'est beaucoup plus facile de reconstruire quand tout est par terre que de rénover tout ce qui, tout ce qui, rénover une structure qui est déjà bien entamée, bien attaquée, qui est déjà en train de s'effondrer, vous voyez, si on compare le monde du bâtiment avec notre propre pays. Mais bon, j'ai beaucoup de mal, moi, à me faire à cette idée quand même, parce que ça veut dire qu'on est. euh, la plupart des Français sont un peu laxistes sur la question. La plupart des Français ont beaucoup à perdre, mais on a tous quelque chose à perdre, de toute façon. Et beaucoup de gens se résignent, en fait. Et il y a peut-être moins d'1% de la population qui, qui a envie de faire quelque chose, mais qui n'en a pas les moyens, qui ne se connaît pas forcément, qui n'est pas organisé, voilà. 1%, moins d'1% de la population. Et peut-être même la moitié, puisque parmi les gens qui ont déjà conscience de ce qui se passe, déjà, alors on n'est même pas 10% ou 15% en France,
Il y a ceux qui savent ce qui se passe mais qui s'en foutent. Il y a ceux qui savent ce qui se passe parce qu'ils participent à ce qui se passe. Donc, et ça les arrange. Donc, bon, bah, c'est pas des gens, c'est pas nos alliés. Et puis, il y a ceux qui veulent en découdre, mais qui sont trop âgés, trop, ou pas simplement expérimentés là-dedans. Voilà. Donc, à un moment, il faudra réfléchir à des solutions qui soient sans violence, au mieux sans violence, au mieux peu coûteuses, et qui soient acceptables aux yeux du peuple. Parce que c'est pas le tout de s'organiser à faire des choses et reprendre le pouvoir. Il faudra expliquer au peuple ce qui se passe. Il faudra expliquer les raisons et les raisons de nos volontés et les raisons de nos actions. Il faut l'expliquer. Si c'est pour avoir le même bazar une fois le pouvoir pris qu'avant de l'avoir pris, parce qu'en fait, au final, 80% des gens, soit ils s'en foutent, soit ils n'ont rien compris, et ben, il va y avoir un gros boulot, on en parlera plus tard, mais il y a un gros boulot de l'information et de l'information à faire. Voilà. Prendre le pouvoir, je suis désolé de le dire, on ne prend pas le pouvoir en laissant les Français se tirer dessus, en essayant de s'organiser à créer des milices populaires ou je ne sais quoi. Très long, très coûteux, très dangereux pour tout le monde, hein. Très dangereux pour les deux camps, pour ceux qui sont en face et pour ceux qui sont du bon côté, hein. C'est dangereux dans tous les cas, hein. La révolution populaire spontanée, désorganisée, pareil, utopique, on l'a bien vu ces dernières années. Pourquoi? Parce que diriger un pays, c'est un métier, et reprendre un pouvoir, c'est un métier. Et il y a peu de gens en France dont ça pourrait être le métier ou dont c'est le métier. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir sur la question. Mais j'espère que, pour conclure, qu'il y a encore des hommes politiques, médiatiques, hauts fonctionnaires, soldats. J'espère que il y a encore des gens qui soient patriotes, honnêtes et prêts à réécrire l'histoire au péril de leur vie. Voilà. J'espère qu'il y en a encore. Sinon, sinon c'est foutu. Voilà, tout simplement. Voilà. Méditons là-dessus et bonne journée.